sur Alléoop 360 pour une émission de repêchage. Oui, c'est le repêchage de la NBA jeudi cette semaine au Barclays Center. Comme notre ami Wood Wendy Séraphin aime souvent le dire, c'est Noël pour nous, les fans de repêchage. Ça va bien, Wood? Super bien, merci. Merci de me recevoir encore une fois. Oui, oui, c'est un classique, hein, recevoir Wood dans le temps du repêchage. On aime toujours ça d'en parler. Puis cette année, ben, c'est un repêchage très excitant, surtout au sommet. Il y a les Raptors qui sont dans le top 5 pour la première fois en 10 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à parler. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur nos classements personnels. On vous offre notre classement de top 14 à chacun. On va peut-être parler un petit peu de où ce qu'on les a mis dans nos prédictions, dans nos mock drafts, mais pour en lire plus là-dessus, il va falloir que vous alliez sur alleoop360.com parce qu'aujourd'hui, on est là pour vous donner nos classements. On va commencer avec le numéro 1 de Wood. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise ici. Qui est ton numéro 1? C'est Cade Cunningham. Pour moi, c'est un no-brainer. Je ne sais pas si tu as vu l'article de Mike Schmidt qui est sorti cette semaine, puis il découpe son jeu, en fait, puis il sort tous les moves qu'il pense qu'ils vont translate dans la NBA. Le gars, Mhm. c'est un pro. Tu peux Ouais, pas te tromper. Le gars, il est incroyable. C'est le genre, comme tu sais, c'est le genre de joueur que j'aime qui il pique ses spots, right? Il est jamais pressé, tu peux pas le rusher. Il sait où il va absolument. sur le terrain. Puis, même si j'aurais eu un petit doute récemment, je ne sais pas si tu as vu Luka scorer 48 contre Bien sûr. l'Argentine, là, c'est ce genre de joueur. En fait, c'est le combat, right? It's talent, it's skills over athleticism. Puis, c'est la grosse discussion, en fait, Cade ou Jalen Green. Puis, apparemment, ils ne sont pas décidés encore des trois. Mais pour moi, dans ma tête, c'est un no-brainer, 100 fois sur 100. J'y vais avec Cade. Ouais, j'ai été très surpris aussi de voir que les Pistons ne sont pas locked in sur Kate Cunningham au premier rang parce que moi aussi, c'est Kate Cunningham, mon premier joueur de ce repêchage-là. J'ai jamais hésité. Euh, J'aime ce que tu as dit tantôt quand tu disais que c'est déjà un pro. C'est un gars que tu peux pas rusher, tu peux pas le presser. Il va choisir ses spots. La game va aller à la vitesse que Kate Cunningham veut qu'elle aille. C'est un joueur très complet. Tu sais. Les inquiétudes que certains scouts avaient, c'était son nombre d'assistances par match. Ça, pour moi, ça ne veut pas dire est-ce que tu es un bon passeur ou non. N'importe qui a regardé les matchs à Oklahoma State, on le sait que Kate Cunningham, c'est un bon passeur, même que je pense que ça va peut-être plus être ça son rôle en début de carrière dans la NBA, un distributeur de ballon, un gars que l'offensive passe toujours par le ballon dans ses mains, puis il va rendre tous les coéquipiers meilleurs autour de lui. Donc, ouais, ça serait un grand coup pour les Pistons C'est au clair. premier rang. Puis son niveau de maturité, j'ai écouté plusieurs podcasts où il a été invité, etc. Son niveau de maturité est impressionnant pour un jeune de cet Ouais. âge-là. C'est un jeune qui est déjà rendu vegan. Il y a un bébé, il y a un enfant, tu sais, Mhm. c'est un papa. Donc, tu vois dans comment sa prestance que c'est un joueur qui est prêt à être un franchise player. Tu peux pas te tromper. Pour moi, c'est un no-brainer. Absolument. Tu sais, ça me fait un petit peu penser repêchage de 2019 avec Zion. On avait des bonnes options derrière, tu sais, R.J. Barrett, Ja Morant, c'était deux joueurs qu'on se disait, ouais, peut-être que dans 5 ans, ils pourraient être meilleurs que Zion, mais tu te casses pas la tête quand le number That's one it. pick il est aussi pro-ready, il a de l'air aussi focus que ces gars-là. Kate Cunningham, c'est un cas comme ça, puis on passe pas sur lui. Donc, je vais ensuite te demander qui t'as au deuxième rang. Je pense que c'est là que ça devient un peu plus corsé, hein? C'est corsé. Puis pour le vrai, là, 1, 2, 3 cette année, tu pourrais faire un case que ces gars-là auraient été numéro un mais Mhm. juste l'année passée, right? Ouais. Fait que c'est corsé. J'ai vacillé beaucoup entre les deux. J'y vais avec Jalen Green, qui est explosif comme joueur de basket. Ce qu'il a fait dans le G League, là, puis c'est le G League Pathway, je pense que ça va être une option incroyable pour les futurs Ouais. prospects. C'est que ça te montre dans un environnement de basket NBA qu'est-ce que ces gars-là peuvent faire. Puis Jalen Green s'est amélioré tout le temps. En fait, à chaque match, il était meilleur que le match d'avant. A fini, je pense, avec 30 points son dernier match de playoff contre les Raptors, je pense, dans le bubble. C'est juste un pro scoreur. Je veux vraiment pas faire cette comparaison. Mais c'est un jeune Kobe. Tu le vois se Je la déplacer, voyais venir. tu le vois bouger, puis c'est dur de ne pas faire la comparaison, c'est dur de ne pas faire la fluidité puis le naturel qu'il a dans ses mouvements pour se rendre au panier. Tu sais, il est un peu plus skinny, mais il est spécial. Mhm. Tu sais, j'aime moins le Zach LaVine comparison. Je pense que Jalen Green a de quoi d'être vraiment spécial. Puis, tu sais, si dans 3 ans, 4 ans, il average 28 points par match dans la NBA, en fait, c'est ça à quoi je m'attends. Je serais même pas surpris de voir ça comme production rapidement pour lui.
Ouais, puis tu parlais de la comparaison avec Kobe Bryant. Son entraîneur dans la G-League en a parlé un peu aussi. Pas nécessairement le comparant à Kobe Bryant, mais en disant qu'il avait une mentalité de gagnant, que c'est un gars qui veut devenir great, que c'est un gars qui va pas se satisfaire de juste être un bon joueur. Il veut vraiment faire sa marque dans la NBA, puis il veut s'améliorer de jour en jour. Ça, c'est toujours des choses qu'on aime entendre. Puis moi aussi, c'est Jalen Green au deuxième rang. Écoute, si j'étais le directeur général d'une équipe, peut-être que j'aurais Mobley avant parce que j'aurais un plan précis pour lui qui est, je pense que je t'en ai déjà parlé, je le vois plus comme un cat, un gars un peu que j'utiliserais dans un style un peu KD, même s'il n'y a pas le même plafond qu'un Kevin Durant. Mais là, je suis assis dans ma chaise de média, il faut que j'essaye de deviner qui va avoir la plus grande carrière. Je ne sais pas Mobley où est-ce qu'il va atterrir puis qu'est-ce qu'ils vont en faire. Donc, j'ai quand même plus de questions autour de Mobley qu'autour de Jalen Green. C'est pour ça que je suis allé avec Jalen Green aussi au deuxième rang. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude autour de lui. J'ai vu certaines personnes parler un peu de sa défensive, mais moi, ce qui me dérangeait avec sa défensive, c'était un peu plus qu'il prenait des risques. Il ne va pas toujours autour des screens. Des fois, il essaye de prendre des gambles pour avoir des steals. Je pense qu'il va devoir apprendre à être un peu plus discipliné défensivement, mais il y a les outils. Il va ajouter un petit peu de poids. Clairement, il y a les outils, puis c'est des habitudes. C'est un peu comme Lamerlo l'année passée. C'est des habitudes que Mhm. les gars ils ont pris au high school, ils peuvent se permettre parce qu'athlétiquement, ils sont tellement une coche au-dessus de tout le monde, Exactement. right? Il va le faire une couple de fois dans la NBA, puis il va comprendre qu'il ne peut pas tricher, puis passer en dessous du screen, puis qu'il ne Exact. peut pas gamble sur son. Ça va venir, ça. C'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Puis comme tu dis, il montre qu'il veut travailler, he's getting better every day. Mhm. Il travaille, son lancer s'améliore. En termes de vision et de création pour ses Oui, oui, il coéquipiers a aussi, beaucoup amélioré son tu playmaking. vois constamment de l'amélioration de ce côté-là. Fait que pour moi, c'est un no-brainer aussi. C'est juste, c'est fou d'avoir à départager ces trois gars-là cette année C'est quand fou. ça a été no question l'année passée et l'année d'avant, c'était les number one overall. All right. Fait que ça nous amène au troisième joueur. Je pense qu'on a le même top 3. That's it. C'est Mobley pour moi aussi. Puis tu vois, on questionnait son moteur, right? Mhm. Puis je le questionne de moins en moins. Tu sais, je OK. suis retourné regarder du tape. Pourquoi est-ce que les gens l'aiment aussi? Pourquoi est-ce qu'on l'aime autant? En fait, il est juste trop talentueux. Des fois, ça paraît. Tu sais, il y avait Tracy McGrady dans le temps, on a toujours l'impression qu'il pouvait nous en donner plus. Mais Mhm. c'est parce que ça a l'air tellement facile que tu te dis, Exact. hey, il pourrait m'en donner plus. Mobley, là, maintenant, est un all-defensive player dans la NBA. Comme Absolument. là, right? Absolument. Euh, Offensivement, je vois un peu de Chris Bosh. Je vois un peu de Serge Ibaka. Je vois du Giannis, mais dans half-court. Ouais, je pense que tu lui donnes la balle dans le top of the key. Il peut prendre des décisions. Il peut mettre la balle par terre, se rendre au basket. En transition, c'est moins Giannis, c'est pas Giannis. Mais je le vois dans half-court battre son joueur en un contre un, se rendre au basket. Je vois un peu de LaMarcus Aldridge, un peu Anthony Davis. Mhm. Il est complet. Je Ouais. le vois pas, en fait, je le vois pas échouer, right? Fait que dans le pire des cas, c'est Aldridge. Ouais. Which is, tu sais, tu t'en vas avec un perennial All-Star, un gars qui va être All-Star de 5 à 8 fois dans sa carrière, at least. Pour moi, c'est un no-brainer. Puis je comprendrais Houston d'aller avec un safe pick comme Mobley. Puis je sais pas si tu te rappelles le dernier podcast, j'allais plus guard. Les trois derniers MVP, c'est des gars en haut de 6 pieds 10, 6 pieds 11. Yanis vient d'exploser la finale de la NBA. Il a réalisé qu'il a shooté 8-3 points par game. C'est pas ce qu'il allait. Puis il a mis 53 points. Il a été 19 fois au lancer franc parce qu'il était dans la bouteille. Ouais. Il a mis 5. Fait que c'est dur d'aller contre Mobley à ce temps-ci du genre. Je pense que troisième Cleveland, il capoterait s'il est encore là au numéro 3. C'est un Ouais. no-brainer pour eux, c'est sûr. Oui, à Cleveland, on commencerait à avoir un alignement vraiment intéressant avec Sexton, Garland, Okoro, Mobley potentiellement. Et s'ils réussissent à re-signer Jarrett Allen, ça serait un 5 partant très intéressant. Moi aussi, j'ai Mobley au troisième rang sans surprise. Comme tu as dit, c'est tellement un joueur complet. C'est un big man super fluide, super athlétique. Il a une vision du jeu incroyable. Tu vois que le gars, son QI basketball, il est très élevé. Il a un bon feel pour la game. Tu as mentionné que dans les dernières séries, on a vu comment Giannis il était important, que les derniers MVP, c'était des gars, des bigs. Il y a une grosse valeur ajoutée quand même à avoir un big que l'offensive passe par lui. Tu sais, il y a les bigs qui sont dans le post, puis qui essayent de gagner le positionnement, puis qui vont empoigner des rebounds. Puis tu as les bigs que chaque possession, le ballon leur passe dans les mains. Puis ça peut transformer une offensive quand ton big est capable de Absolument. distribuer le ballon, qui est capable de faire plusieurs choses dans ton offensive. Donc moi aussi, Evan Mobley, c'est un no-brainer. On en a déjà parlé
parlé ensemble, je pense que c'était Ryan Russello qui avait mentionné que les inquiétudes par rapport à son moteur, on pourrait les attribuer au fait qu'il jouait sur une équipe avec son grand frère, puis c'était son père l'entraîneur. Donc, c'est dans la nature Ouais. humaine. C'est dans la nature humaine, je pense, d'avoir une attitude de petit frère un peu, là. Il n'était pas l'alpha sur cette équipe-là, mais je pense que dans la NBA, il va le devenir. Donc, ça nous amène au quatrième rang. Je pense que c'est là qu'on va commencer à être un peu différent. Définitif. Fait que là, c'est vraiment c'est no ranking. Okay? Je ne suis pas certain que c'est où il se fait drafter, mais James Bouknight est incroyable à mettre le ballon dans le panier. Puis quand je regarde mes derniers drafts, mes 12, 13 derniers drafts, je réalise que quand mes misses, c'est souvent sur le joueur talentueux que, tu sais, le but du basket, c'est de mettre le ballon dans le panier. Puis des fois, on overthink les choses. Puis Bouknight, il met le ballon dans le panier. Ouais. C'est un natural scorer. Il est skilled, ça n'a aucun bon sens. Puis, pour vrai, je suis retourné regarder ses tapes. Ça me fait penser à ce qu'on a vu avec Booker pendant les playoffs, avec Phoenix, right? C'est un gars qui, dans le mid-range, va être excellent pour créer son lancer. En fait, il va scorer aux 3 niveaux. Right? Il va se rendre au lancer franc. Il est excellent à scorer autour du panier, mettre du mid-range. Tu sais, son 3 points, c'est un peu comme Cade. Cette année, il ne jouait pas dans une bonne équipe. Donc, ses pourcentages ont baissé. Il s'est blessé à l'épaule également. Ouais, c'est ça. Donc, les chiffres ont baissé un peu, mais tu as vu au combine, tu as vu à son Pro Day, il ratait pas. Fait que je suis vraiment pas inquiet pour son lancer. Je pense que sur le long terme, il va avoir une meilleure carrière que les Suggs, Barnes et Kuminga. C'est un gars qui va, dans son sommeil, scorer 20 points par match dans la NBA. Je pense que son floor, c'est CJ McCollum, genre, which is un joueur excellent dans la ligue. Son playmaking me fait peur un peu, mais je pense que mettre le ballon dans le panier à ce niveau-là, à ce rythme-là, c'est quelque chose que je ne peux pas passer. Donc, ça va être controversé, c'est sûr. Je le mets avant Suggs, que j'aime aussi beaucoup, mais Bouknight m'impressionne juste trop en termes de scoring. Puis c'est une ligue, on le voit, c'est une ligue pour mettre le ballon dans le panier. On a de la misère, Team USA, ils ont de la misère en ce moment aux Olympiques parce que en fait, l'objectif, la priorité, c'est plus être différente. Right? Puis tu vois, les scoreurs de la NBA ont de la misère. Bouknight, pour moi, c'est un joueur trop talentueux pour passer par-dessus la 4. C'est intéressant. Écoute, ceux qui nous ont regardés et écoutés sur le podcast, vous le savez, James Bouknight, c'est un de mes préférés depuis le début de la saison. Je pensais jamais l'avoir plus bas que toi. Je vais revenir un petit peu sur Bouknight tantôt quand on va arriver à mon classement, mais moi, au quatrième rang, j'ai Jalen Suggs. Tu en as parlé, c'est peut-être un petit peu controversé pour toi de mettre Bouknight devant Suggs. Je pense que Suggs, c'était le choix un petit peu plus facile de ma part, mais c'est un joueur que j'adore. Moi, je suis un gros fan de les athlètes multisports. Je l'ai déjà mentionné. Ce gars-là, c'est un QB au foot. On le voit. C'est un incroyable passeur. C'est un gars qui a un QI élevé. C'est un leader. Le gars, il est vraiment wired the right way. Ça va être un leader dans l'NBA. Ça va être un gars qui, tu sais, on parlait qu'il va peut-être atterrir chez les Raptors pour remplacer Kyle Lowry. Ben, c'est un petit peu ça ma comparaison. Son style de jeu est un peu différent de Lowry, mais leur personnalité, leur attitude sur le terrain, ça me fait tellement penser à Kyle Lowry. Puis il y a un 3 points qui a réussi à améliorer, un peu comme Kyle Lowry. C'était pas un gros shooter quand il est arrivé. Il a toujours eu un bon lancer, mais son 3 points, il s'est amélioré d'année en année. Puis avec Jalen Suggs, c'est la même chose. Cette année, en fin de saison, on a vu un 3 points qui était vraiment amélioré. J'ai des petites inquiétudes par rapport à ses handles, ses dribbles, mais je l'ai déjà mentionné sur le podcast. Moi, personnellement, si ma plus grosse inquiétude avec un joueur, c'est ses handles, je suis quand même assez confortable parce que je pense que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore. Quand il sera plus étudiant, il va être rendu un athlète professionnel à pratiquer tous les jours. Je pense qu'il va être capable d'améliorer ses handles. Puis il y a le gabarit, il y a les qualités athlétiques, il y a le feel pour la game. Je pense que tu ne peux pas te tromper avec un Jalen Suggs. Écoute, définitif. En fait, avec les Raptors, le fit, il est parfait. Puis c'est pour ça que c'est mon ranking, là, mais dans mon mock draft, il va quatrième parce qu'il ne va pas avoir besoin d'en faire autant. Je ne le verrai pas à Orlando. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour mener l'offensive? Ils ont besoin d'une super vedette là-bas. Right? Je pense que c'était mes questionnements en fait en regardant Suggs qui jouait dans une excellente équipe à Gonzaga. C'est que avec des bons joueurs autour de lui, il looks really, really good, right? Puis je pense que c'est ce qui va se passer avec les Raptors. Je suis d'accord avec toi. C'est l'héritier parfait pour Kyle Lowry en termes de défense, de size, de shooting. C'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, numéro 4 dans le draft,
je veux un gars qui joue avec la balle. Je veux un gars qui est bon avec la balle, lancer main. Je veux un gars qui peut créer son lancer un peu plus. Puis c'est fou parce qu'entre coachs, on a souvent ce débat. Moi, je pense que c'est plus facile enseigner un joueur à jouer en défense que lui enseigner à être offensivement bon, à mettre le ballon dans le panier, à être. Ouais, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. Puis c'est pour ça que j'ai Bouknight avant. C'est Je comprends. naturellement, il does that. Puis je Ouais. pense que Suggs, c'est plus un work in progress de ce côté-là en termes d'offensive. Puis à 4, tu veux une superstar, tu veux une super vedette. Je suis pas encore certain. En fait, Suggs, ça va être un très bon joueur longtemps. À la Lowry, à la Conley, un garde gagnant dans un bon environnement. Mais c'est ça qui est le fun avec le draft. On va pour le ceiling, on va pour le prochain Kyrie, pour le prochain James Harden. Puis je vois moins ça dans son jeu qu'un Bouknight, par exemple. Je comprends, tu as raison. Jalen Suggs, c'est une valeur sûre, mais c'est pas une valeur sûre de devenir une superstar. Tu as raison. Exact. Ça nous amène au 5e rang. Qui t'as derrière Bouknight? Fait que j'ai Suggs en 5. C'est là que tu as Parce qu'encore une fois, I like him. C'est vraiment rien contre sa game. C'est un joueur. En fait, une équipe qui a besoin d'un leader, une équipe qui a besoin de changer sa culture, une équipe. Si Mobley n'est plus là au 3e rang, là, Cleveland, j'y penserais fort. J'y Ah ouais? penserais fort. Je sais qu'ils ont Sexton puis qu'ils ont Garland là-bas, mais tu as besoin d'un changement de culture, tu as besoin d'un leader, quelqu'un derrière qui te ranger. Puis je pense que c'est ce genre de joueur-là. C'est pour ça qu'il a écrit Raptors dans le front. Il va fitter parfaitement. Il serait bon avec les Spurs aussi, qui reprêchent beaucoup trop bas en ce moment. Mais c'est ce genre de joueur-là que je vois. On regarde l'impact qu'un Chris Paul, puis je ne dis pas que ça va être Chris Paul, mais l'impact qu'un Chris Paul a eu avec Phoenix cette année, c'est ce genre de garde. He's a natural leader, tu l'as dit, il a joué au foot, he's a multi-sports athlete, puis ça fait. En fait, c'est que ça fait que son plancher est très haut. Right? C'est pas un joueur qui va échouer. Absolument. Moi, au 5e rang, c'est là que j'ai Scotty Barnes. Scotty Barnes, on n'en a pas encore parlé. Je pense que c'est moi qui l'ai le plus haut de nous deux. Il y a eu beaucoup de buzz sur lui autour des derniers mois, puis avec raison, parce que, tu sais, sa saison a été bonne, sans plus, mais c'est le genre de gars qui gagne vraiment dans les processus de pre-draft, dans le combine. C'est un gars incroyablement athlétique. Il a un wingspan de quoi, 7 pieds 2. Quand on parle du wingspan, c'est la portée des bras, évidemment. C'est un power forward de 6 pieds 8, 6 pieds 9 avec un wingspan de 7 pieds 2, ultra athlétique, ultra charismatique de tout ce que j'ai lu. Il paraît que c'est un kid génial. Puis je l'ai mentionné tantôt avec Evan Mobley, il y a une valeur ajoutée à avoir un big que le ballon passe beaucoup dans ses mains. Puis Scotty Barnes, ça va être la même chose. J'ai vu certains experts dire que ça allait peut-être être un point forward, un peu à la LeBron James, à la Ben Simmons. Je ne sais pas si ça va être son rôle dans la NBA, mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça va être un big qui va souvent avoir le ballon dans ses mains puis qui va faire bouger la balle, point. Je m'en fous s'il joue la pointe ou non. L'offensive va passer par Scotty Barnes. Il y a un bon feel pour la game. Et évidemment, ce que j'allais mentionner en dernier, sa défensive. Sa défensive est magnifique. Je pense que c'est le meilleur defender de ce repêchage-là. J'ai parlé de sa portée tantôt. Il a des longs bras. Il est capable de disrupt les passing lanes, les shooting lanes. C'est vraiment un joueur que j'adore, Scotty Barnes, puis qu'il gagne à être connu. Définitif. C'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de recency bias dans la NBA. Il y a beaucoup de ce qui s'est passé récemment. Puis, je pense que ce qui s'est passé avec Ben Simmons, ça fait un peu peur aux gens parce que Barnes, en fait, c'est la lacune dans son jeu. Mettre le ballon dans le panier, tirer, c'est compliqué. Il y a les mains vraiment, vraiment grandes à la Kawhi. Puis ça a l'air. Est-ce que son lancer va jamais devenir efficace? J'en doute. J'en doute. Je l'ai juste après, je l'ai 6. Je l'aime aussi beaucoup. Moi, je le vois comme un point forward. Je pense que c'est un gars qui peut jouer en 1. Qui peut avoir la balle dans ses mains. On compare beaucoup à Draymond. Je fais attention à cette comparaison-là parce que je pense que Draymond est tellement intelligent comme joueur de basket. C'est dur de dupliquer ça puis se dire que le jeune va avoir le même impact qu'un Draymond Green. Mais les outils sont là. Les outils sont là. Je préfère la comparaison avec Ben Simmons. Les outils sont là, puis l'endroit où il va tomber va être super important. Right? Lui aussi, s'il tombe dans une bonne équipe, un meilleur impact que s'il doit générer de l'offense, puis l'idée une équipe. Donc, ça va dépendre de où il tombe, mais c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Puis, encore une fois, comme coach,
apparemment, c'est un teammate incroyable. Tout le monde l'aime. Tu le vois cheerer pour ses teammates Ouais. tout le temps positif, va ramasser ses joueurs par terre. Puis ça aussi, pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est des trucs qui sont durs à quantifier. Mais tout ce que tu entends, c'est que les gens aiment être autour de lui. Puis Ouais. ça, sur une équipe de basket, c'est toujours important. C'est toujours le fun à avoir. Absolument. Donc, tu as mentionné que Scotty Barnes était ton 6e joueur dans ton classement. Moi, au 6e rang, c'est là que j'ai James Bouknight. Toi, tu l'avais au OK. 4e rang. Moi, James Ouais. Bouknight vient au 6e rang. Je pense qu'après Jalen Green, c'est le joueur qui crée le mieux son tir dans tout le repêchage. Puis je dis après Jalen Green, mais ces deux-là, c'est très serré, là. Je pense que Bouknight, il a une habilité naturelle à créer son propre tir. Les changements de vitesse, les petites nuances dans son jeu. Tu sais, il est athlétique, mais il n'est pas aussi athlétique que Jalen Green. C'est juste qu'il Non. gère tellement bien le pace de la game. Ses changements de vitesse, ses hesitation moves sont incroyables. Il faut faire attention, OK, parce qu'il est super athlétique. C'est que Jalen Green, c'est un extraterrestre. C'est ça. Right? C'est ça le truc. C'est ça Ouais. que Book Knight est ultra athlétique. Je regardais encore Ouais. ses tapes. Puis, tu sais, c'est du John Morant. Tu sais, il est spécial, le kid. Là. Ouais. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Moi, je te dis, je l'ai 4e, je l'adore. Puis, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il ait une très, très bonne carrière NBA, une longue carrière, c'est ça. Ouais, puis défensivement, il y a beaucoup de potentiel de ce côté-là. Tu sais, c'est un gars assez frêle, il n'est pas super pesant. Quand tu le regardes à première vue, tu ne penses pas que ça va être un joueur qui a une bonne défensive, mais le gars, il travaille fort défensivement, il travaille intelligemment. Il va falloir qu'il ajoute un petit peu de poids sur sa charpente, mais je pense qu'il est capable d'être un bon two-way guard. Ah, absolument. Quand je recrute la dynastie ou à Brébeuf, Mhm. euh, il y a une qualité qu'on recherche, puis c'est dur à. On recherche un gars qui a du dog. On recherche, tu sais, quand il y a un bar fight, là, qui sort de là, puis Book Knight, il sort de là, Ouais. right? C'est un fighter, c'est un gars qui Ouais, se ouais, bat. ouais. Puis tu as raison, c'est que défensivement, il n'a peut-être pas tous les outils, mais il se bat tout le temps, il est là, il est sur la balle, il dérange. Fait que là-dessus aussi, je suis d'accord avec toi. Puis encore une fois, c'est dur à quantifier, mais c'est des trucs qui paraissent sur un terrain de basket, puis les coachs, on pense pas à côté de ça. Tu as mentionné tantôt la comparaison avec un Ja Morant. Je suis curieux de savoir si tu avais écrit une comparaison pour Book Knight parce que j'ai tellement eu de la misère. J'ai vu des shades de Jordan Clarkson dans sa game. J'ai vu des shades de Ja Morant, comme tu as dit. Puis j'ai même vu du Kyrie, même si c'est trop, tu sais, il n'y aura pas la carrière de Kyrie, mais j'ai vu Ouais. du Kyrie dans son finishing, dans son pace. C'est un joueur qui me fait penser un peu à ces trois-là, mais j'ai pas réussi à trouver la comparaison exacte. J'aime beaucoup Booker. Booker. J'aime beaucoup ce que Book a fait cette année. Puis dans le mid-range, comment il va stop on a dime, puis il pull Ouais. up pour son mid-range, comment il va finir autour du panier. Moi aussi, je vois beaucoup de similarités avec les gars que tu as mentionnés. Tu sais, McCollum un peu, Ouais. mais Booker, c'est mon plus, je pense qu'il est un petit peu plus petit, mais c'est mon plus proche en fait. En termes de comparaison, je dirais avec Book, c'est ça. Super intéressant. Donc, on va avancer au 7e rang. Qui est ton 7e joueur dans ce repêchage-là? Ouais, fait que là, à ce point, OK. Fait que il y a un an, on se disait même, il y a une couple de mois, Kuminga, c'était un top 3. En fait, après la première journée dans le G League, on était comme, hey, c'est-tu le premier choix overall? Ouais, Right? C'est fou pareil, là. Puis notre ami Kevin Valley, il l'adore, il l'avait adore numéro un Kuminga. pendant une partie du processus. Exact, right? Je pense que c'est fair comme endroit à ce point-ci d'avoir un Kuminga. On, on a tendance à overreact et à overanalyse les trucs au repêchage. Je pense que je l'écris tout le temps. Avec trop de temps, je vais trouver des flaws, je vais trouver des trucs à piquer sur un joueur. Puis Kuminga a trop d'outils pour pas réussir. Right? Fait Mhm. qu'est-ce que ça va être une super vedette? Peut-être pas. Mais peut-être que oui. En fait, la différence avec un Suggs, par exemple, c'est que son plancher est beaucoup plus bas. Right? Le Ouais. buzz factor, il est plus présent. Donc, tu pourrais rater avec un Kuminga, mais si tu frappes, si tu réussis, c'est aussi un joueur extraordinaire. Right? Fait que c'est pour ça que je fais attention, il faut faire attention. C'est le joueur le plus jeune dans le draft, si je me souviens bien. Ouais. Il y a trop de talent, trop d'outils pour qu'il descende, pour qu'il soit plus bas que ça dans nos rankings. La longueur 6 pieds 8, 7 pieds 1 de wingspan, ultra athlétique, a tous les outils pour être un bon défenseur. Il est très mauvais en défense, il y a beaucoup à apprendre, Ouais. mais il a les outils peut se rendre au panier sans problème. J'aime beaucoup son handle pour sa taille, son ball handling est vraiment excellent.
son shooting, c'est le swing factor, right? C'est Ouais. ce qui fait qu'il va être une super vedette ou non. Cependant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de touch. J'ai l'impression qu'il s'en mettait beaucoup sur les épaules et voulait montrer qu'il était un joueur, qu'il n'est pas nécessairement, right? Fait que des fois, ça prend un peu plus de temps pour réaliser à un kid que, hey, regarde, t'es pas Kawhi. Non. Right? T'es pas Kawhi, t'es pas Kobe, t'es pas LeBron, mais tu as un rôle, tu peux être un joueur important dans cette ligue-là. Puis ça va être ça, peut-être pour lui d'accepter que ça va prendre plus de temps, puis qu'un Jaylen Brown, c'est une bonne comparaison, puis c'est le genre de joueur que je m'attends à ce qu'il devienne. En fait, c'est son plafond pour moi, puis c'est excellent, Jaylen Brown, 7e dans un draft. Ouais, moi aussi, c'est mon 7e joueur, Jonathan Kuminga. J'adore ce que tu as dit quand tu mentionnais qu'il faut qu'il comprenne un peu son rôle. Puis je pense pas que quand il jouait avec le J-League Ignite, il jouait le rôle qu'il va jouer dans la NBA. Tu sais, il était un des gars les plus talentueux sur cette équipe-là. Lui et Jalen Green sont arrivés en ville comme les deux espoirs, les shiny toys. Il essayait d'apporter beaucoup d'offensive à cette équipe-là, alors qu'il aurait peut-être dû se concentrer sur être un gritty player, améliorer sa défensive, driver au panier, pas essayer de s'asseoir dans le coin puis de recevoir des passes pour les corner trees. Malgré tout, je pense que je regarde ses mécaniques de tir, je regarde son mid-range. Je pense qu'il y a du potentiel de ce côté-là. Je pense que ça peut devenir un bon shooter. Une chose que j'ai remarqué que j'aime un petit peu moins de lui, quand il drive au panier, il baisse souvent la tête. Il ne regarde pas toujours où ce qu'il va. Puis j'ai l'impression qu'il manque je ne sais pas si c'est de l'expérience ou c'est du feel pour la game, mais Jonathan Kuminga va devoir un peu apprendre à vivre dans le trafic. Je pense que des fois, quand il est un peu au milieu du chaos, il ne sait pas trop comment réagir. Il n'est pas comme un poisson dans l'eau au milieu d'une bouteille pleine de joueurs défensifs. Donc, ça peut venir avec le temps. On va voir. C'est un joueur très jeune, comme tu as mentionné tantôt, 18 ans. Je ne sais pas s'il il a eu 19, là, mais en tout cas, il avait 18 ans la dernière fois que j'ai regardé. Ouais. C'est un gars avec un gros potentiel, 6 pieds 8, un combo forward qui peut jouer le 3 et le 4. Donc, moi aussi, j'ai Kuminga au 7e rang. C'est une question de feel pour moi, c'est une question de rep, puis il y a juste besoin de plus de basket. On l'a dit, c'est Exact. ça, dans le bubble, il est arrivé en se disant qu'il est la superstar de cette équipe-là, puis clairement, c'était pas le cas. Mhm. Puis écoute, on l'a laissé aller, puis c'est correct qu'on l'ait vu, right? Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on ait vu que c'est pas nécessairement ça son rôle, mais tu sais, un second fiddle, j'ai dit Jalen Brown tantôt, mais tu sais, un Siakam aussi, Ouais. qui avait un rôle à Toronto quand Kawhi était là, qui était très, très intéressant. Puis tu l'as vu une fois qu'on a demandé à Siakam d'être l'option numéro 1, c'est devenu compliqué. Ouais. C'est devenu compliqué. Fait que c'est un peu ce que je vois pour un Kuminga, que j'aime encore beaucoup, mais que je vois moins haut qu'on le voyait il y a quelques semaines, quelques mois. Absolument. Donc, ça nous amène au 8e rang. Qui est ton 8e joueur dans cette QV? Fait, mon 8e joueur en ce moment, c'est Jalen Johnson. All Je right. suis je suis partagé. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis je me demande si je mets trop de cœur à mon ranking. C'est un joueur que, depuis le début du processus, je trouve a des outils incroyables. Mhm. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de red flags. En fait, lui, si on parle de buzz factor, là, C'est si le plus Jalen haut. Johnson n'est plus dans la ligue, s'il n'est plus dans la ligue dans 3 ans, je ne suis pas surpris. Mhm. Il y a vraiment beaucoup de négatifs. Toute son high school, il a changé d'école, il n'a pas fini. Je ne me rappelle plus la dernière fois qu'il a fini une saison, en fait. Il n'a pas fini à Duke également. Cependant, la NBA, c'est une ligue de talent. C'est Mhm. une ligue qui donne des deuxièmes chances. Puis il y a trop de talent, il y a trop un potentiel athlétique et de basket pour être plus bas dans mon ranking. En transition, est excellent. Passe Excellent. très bien, très, très bien le ballon. En fait, je me demande encore si c'est pas un guard. Je me demande encore si c'est pas Ah un gars ouais. qui peut jouer en 2, en 3, il peut être le ball handler sur un pick and roll. Il y a ce genre de vision, il y a ce genre d'instinct de basket qui sont durs à enseigner, qui sont durs à apprendre. Euh, pour moi, athlétiquement, ça ressemble à Aaron Gordon. Va pouvoir défendre tout de suite dans la NBA. Lui aussi, la situation va être super importante. Où il tombe va être Absolument. super, super important en termes des vecs sur l'équipe d'entourage, en termes de coach. Il va falloir être patient, je pense. Cependant, c'est que c'est trop de talent pour pas prendre une chance dessus. Mais là, mon discours de coach. Moi, avoir un jeune comme ça, j'adorerais passer du temps avec lui puis lui montrer les petites nuances qui manquent à la Ouais. game. Son lancer, on en parlait avant de commencer à enregistrer, il est affreux son lancer. C'est compliqué. Mais je pense juste qu'il manque de reps.
Je pense qu'il a besoin d'un shooting coach puis il doit travailler sur certains trucs. Même à son Pro Day, je m'attendais à voir de l'amélioration dans son. Puis c'est pas encore là. Puis ça me dérange un peu, mais je suis en amour avec le joueur. Pour vrai, le package de talent. Si à Touquet, quand je crée un bonhomme, il y a les dimensions, il y a les dimensions à Jalen Johnson. Je mets mes VCs dans les tours que Jalen Johnson y a, puis je pense qu'il y a moyen de faire un très bon joueur NBA avec ça. Oui, parce que Jalen Johnson, il a été construit dans un laboratoire, on dirait, hein. Il est vraiment bien bâti pour la NBA. Je vais revenir un petit peu sur lui tantôt quand on va arriver à son rang dans mon classement, mais moi j'ai un autre Johnson au 8e rang, mais c'est Keon Johnson. Oh, OK. C'est un joueur que j'ai appris à aimer avec le temps. Début de la saison, j'aimais mieux son coéquipier Jaden Springer, mais à force d'écouter des matchs de Tennessee, ça devenait vraiment difficile d'ignorer à quel point Keon Johnson est un athlète remarquable, un gars avec du cœur, un gars qui est capable d'attaquer le panier de manière fearless. Là, il est agressif, il n'a pas peur de personne. Je pense que sa défensive a beaucoup de potentiel aussi. C'est un winning player, selon moi. Je sais pas, je pense pas qu'il va devenir une star. C'est peut-être un petit peu haut pour un gars que je vois peut-être pas devenir une star, mais je pense que c'est le genre de joueur que n'importe quelle équipe veut avoir sur son alignement. J'ai vraiment l'impression que Keon Johnson va apporter de l'énergie, il va apporter du shooting, pas du shooting en fait, je me suis trompé parce que c'était mon inquiétude avec lui. J'allais dire que c'est Ouais, exact. la seule chose que je sais pas s'il apporte, mais tout le reste de sa game, écoute, il a un bon feel pour la game, c'est un bon passeur, c'est un gars qui, ses cuts sont malades. S'il joue avec un bon point de garde, ça pourrait vraiment faire des étincelles. Puis comme j'ai dit, ben, le swing skill de son côté, ça va être le shooting parce que ça risque d'être un shooting guard, donc on aimerait qu'il y ait un 3 points. Moi, je l'ai plus bas. Je l'ai beaucoup plus bas. En fait, je l'ai 16e. Oh, Puis, OK. mais j'ai été all over the place avec lui cette année. Donc, je l'avais 5 il y a une couple de mois. Il est vraiment passé de partout. Là, est-ce que c'est une conséquence de on a eu trop de temps puis on a trop analysé? Moi, je questionne son feel pour la game. Ah ouais, En fait, je vois un athlète. Je vois tout simplement un un gars qui sacré est athlète. trop athlétique. Il est vraiment ridiculement athlétique. Et je ne sais pas à quel point il comprend la game. Je ne sais pas à quel point tu peux le plugger partout. Je pense qu'il faut être patient. Je ne sais pas, c'est qui ta comparaison pour lui? J'ai pas de comparaison pour l'instant, mais je me disais qu'il pourrait apporter quelque chose. Ben, non, pas à la Marcus Smart, parce qu'il n'y aura jamais autant de défensives, mais moi, ce que j'aime de Keon Johnson, c'est toute l'énergie qu'il apporte à un alignement. C'est pour ça que moi, le premier nom qui m'est venu en tête, c'est Marcus Smart, même si c'est deux joueurs vraiment différents. Je pense que Keon Johnson, tu le mets dans ton alignement, puis ça énergise tout le monde. Mais j'ai pas de comparaison. Est-ce que tu en as une? Je blank sur c'est que le starting guard avec les Spurs. De John T. Murray? DeJounte Murray, c'est la comparaison que j'ai pour lui. Je pense, puis tu vois, DeJounte, en termes de production, ça prend encore du temps. C'est pas la vedette qu'on pensait qu'il deviendrait. Mhm. C'est un joueur avec plein d'outils, qui physiquement est spécial et ultra athlétique, mais qui a encore de la misère à comprendre la game. Il est pas chanceux, il joue avec Popovich, qui est super cérébral comme coach, puis un système différent de ce qu'il joue dans la NBA en ce moment. Puis c'est comme ça que je le vois. Là, encore une fois, je me répète, mais la situation va être super importante. Puis Keon Johnson, j'ai beau l'aimer, je ne sais pas si aussitôt je prends une chance sur un joueur qui est uniquement athlétique, qui est talentueux, mais qui va avoir de la misère à produire dans les prochaines années, à mon avis, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi pour le côté offensif. Moi, la raison que je l'ai mis aussi haut, c'est que je pense qu'avec des outils comme ça, des qualités athlétiques comme ça, c'est un gars de 6 pieds 5, presque 190 livres. Je pense il y a vraiment un potentiel défensif super intéressant avec Keon Johnson. Donc, ça nous amène au prochain choix, le 9e joueur de ce repêchage-là. Qui tu as au 9e rang? All right, so Josh Giddey, right? Moi aussi. Puis il est monté, cool, il est monté vraiment haut, il est monté beaucoup dans mon ranking depuis le début du processus. Il y a une coupe, en fait, il y a presque un an, c'était mon sleeper, je t'avais lancé le nom, je pense. Mhm. Puis je me dis, borderline first round, début deuxième, puis il a juste continué à monter sans arrêt. Il a grandi depuis les dernières fois qu'on s'est Ouais. parlé. On a pu le voir avec l'Australie. Son lancer s'améliore tous les jours. C'est un excellent passeur. Je pense pas que c'est un point guard dans la NBA. Là, il est Moi rendu non plus. 6-9, 6-10.
Je pense pas que c'est un 1, mais c'est le genre de joueur qui t'aide à gagner. J'aime beaucoup la comparaison de Joe Ingles. Je pense que c'est un Carl Anderson qui bouge beaucoup mieux, qui va beaucoup plus vite. C'est un joueur que tu peux plugger un peu n'importe où, qui va avoir un impact, puis qui va déranger, right? On parle beaucoup, c'est une ligue de shooting, right? Je pense que le shooting, ça va être super important. Je pense qu'il monte, qu'il s'améliore de ce côté-là. Mais si lui peut lancer, ça va être dur de passer par-dessus un joueur de ce talent-là avec cette vision-là. J'ai entendu un plus grand Ricky Rubio comme comparaison. C'est le genre de feel qu'il a comme joueur de Exact. basket. Sa compréhension de la game c'est vraiment autre chose. Il joue dans la ligue où le Merlot a joué l'année passée. Il fait très Ouais. bien. Puis, on ne veut pas juste se focusser sur les statistiques, mais moi, un joueur là, qui met le ballon dans le panier, qui rebound, qui passe la balle, il fait de tout. C'est un winning player. Puis, c'est dur de passer par-dessus Guidi à ce moment-ci de no ranking pour moi, en tout cas. Moi, j'ai une comparaison très étrange pour Josh Giddey, puis j'ai hâte de voir Let's ça va être go. quoi ta réaction. J'ai pas vu personne mentionner cette comparaison, peut-être parce qu'il joue deux positions différentes. Il me fait un petit peu penser à Al Horford. C'est deux gars qui ont. OK. Je pense que il va plus être un wing qu'un big, mais Al Horford a tellement un bon feel pour la game. C'est tellement un gars qui est capable de stabiliser un alignement. Je pense que quand ça va être un vétéran, Josh Giddey, quand il va avoir une coupe d'années derrière la cravate, ça va être le gars qui est là pour calmer tout le monde, pour mettre le pace que l'équipe veut avoir pour le match, distribuer le ballon, excellent. Est-ce qu'il va avoir le 3 points que Al Horford a? Je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il va avoir sa défensive? On va voir aussi, mais il y a beaucoup de potentiel défensif. Josh Giddey, comme tu as dit tantôt, je ne pense pas que c'est un point guard, sauf que son QI basketball, sa distribution de ballon est vraiment impressionnante. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mes inquiétudes, c'est vraiment par rapport à son shooting. Même s'il l'a amélioré, on dirait que c'est inconstant. C'est vraiment, j'aimerais voir un peu plus de constance de ce côté-là, mais on a vu une progression, donc il pourrait développer un tir à 3 points. Définitif. Puis tu vois, la NBA, c'est devenu une ligue de développement. C'est une ligue Ouais. avec les jeunes joueurs, sont prêts à travailler, ont des spécialistes pour aider ce genre de truc-là. Un kid comme lui qui travaille, ça m'inquiète pas. Moi, le lancer au lancer franc, il était excellent. Ouais. Il est à 31% aux 3 points, c'est pas catastrophique. Non. Il y a beaucoup de touch. Great feel for the game. Comme tu dis, son IQ, c'est quelque chose d'autre. Incroyable. Fait que je suis pas d'accord avec le Al Horford, mais je comprends d'où tu viens. Je comprends pourquoi tu le compares à Al Horford. Puis moi c'est Joe Ingles. En fait, c'est ça, c'est stabilisateur comme Ouais. présence. C'est solide, tu sais à quoi t'attendre, il va pas te faire mal. Non, Right? c'est ça. Fait que c'est entièrement, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un joueur solide. C'est le genre de joueur que Sacramento vont passer par-dessus, puis ils vont se mordre les doigts après en se disant hey, on aurait dû aller pour c'est ce qu'on a besoin, en fait. Right? Donc, Absolument. pour moi, no-brainer. Là, je parle de Sacramento, un peu comme Tyrese Haliburton, right? Que tout le monde a comme overlook l'an Ouais. dernier. Finalement, le petit a eu une année incroyable parce que c'est ça. Il te fait pas mal, c'est un pro tout de suite. Puis c'est le genre de joueur qu'il faut aller chercher. Ouais, tu parles de peut-être passer sur lui, overlook Josh Giddey. Tu as parlé aussi plus tôt dans le podcast de le recency bias. Le gars, Josh Giddey, il se compare à Ben Simmons, puis ça va faire peur à certaines personnes. Mais C'est clair. moi personnellement, premièrement, je pense pas que c'est Ben Simmons. Puis deuxièmement, même s'il y a des similitudes entre les deux, si tu me disais que tu es capable d'aller chercher un Ben Simmons dans le range entre 8 et 12 dans le repêchage, j'y vais pour ça. OK, le C'est gars a un eu, no-brainer. OK, le gars a eu des séries horribles, mais il ne faut quand même pas oublier ce que Ben Simmons est capable d'apporter à une équipe quand il est en confiance. Peut-être qu'ils ont des attributs similaires, mais c'est deux humains différents. Josh Giddey, il n'aura peut-être pas le manque de confiance de Ben Simmons, il n'aura peut-être pas la crainte de tirer. En fait, je suis sûr qu'il n'y aura pas la crainte de tirer comme Ben Simmons. Donc, même s'ils ont des forces et des faiblesses un peu similaires, je pense que c'est pas un joueur qui m'effraierait. Là, on va prendre 30 secondes, OK, sur Ben Vas-y. Simmons, puis tu le couperas au montage ou tu. Non, on va garder Ben ça. Je veux Simmons, t'entendre sur Ben Simmons. Ben Simmons, avec un lancer, c'est LeBron James. Oui. Les gens, on est tellement down, puis on est tellement, comme on l'a dit, c'est du recency bias. Oui, écoute, je l'ai vu, c'était compliqué. C'est un de mes joueurs favoris, puis oui, j'ai trouvé ça compliqué qu'il ne voulait pas prendre de lancer. Fait clairement, la première chose que je fais avec Ben cet été, c'est que tu vas aller trouver un psychologue. On Absolument. s'assoit, puis on parle. C'est quoi qui ne va pas, le gros? Mais c'est un joueur de basket Ben oui, incroyable. ben oui.
à 6 pieds 10 avec sa vision. Puis j'aime pas la comparaison avec Giddey parce que athlétiquement, Simmons, il est fou. C'est un des joueurs les plus rapides de la NBA. Il est fort. C'est spécial. En décembre, je pense, on a Lakers, Philly, puis oui, Embiid, il explose Anthony Davis, mais LeBron, Simmons, il le met dans sa poche, puis il n'y a pas beaucoup de gars qui peuvent faire ça dans la NBA aujourd'hui. Puis tout le bashing que j'entends sur Simmons en ce moment, je suis mort de rire, parce que moi, si je suis un GM de la NBA, si je suis Minnesota, là, c'est le moment d'aller le chercher. Qu'est-ce que vous voulez pour Ben Simmons? Puis c'est un fit parfait avec un shooting big man comme Karl Anthony Towns. Anyways, apparemment, c'est sûr qu'il se fait échanger et ne commence pas la saison à Philly. Les Raptors ont l'air intéressés. C'est aller chercher Ben Simmons. Voyons donc, c'est un no-brainer. Je lui souhaite vraiment un changement de décor. Je pense qu'il a besoin de ça, se ramasser dans une autre équipe, une équipe qui le veut vraiment, une équipe qui vont le faire sentir désiré, qui vont le faire sentir que c'est la vedette à cet endroit-là. On souhaite vraiment à Ben Simmons un changement de décor. On est dur avec lui, mais tu sais, Embiid le throw under the bus tout de suite après la... J'ai perdu ton son, mais je vais juste continuer en attendant que ton son revienne. Philadelphie, c'est pas un environnement facile. Ouais, t'es de retour, on t'entend bien maintenant. On l'a vu, avec Jimmy Butler en a parlé quand il est sorti de Philly. Il y a plusieurs joueurs qui en ont parlé. C'est pas un environnement facile, puis on souhaite à Ben Simmons d'être capable de sortir de là. Donc, ça nous amène au 10e rang de notre classement. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter pour terminer là-dessus? Non, ben c'est exactement ça. C'est Doc Rivers, c'est ton leader, puis il ne prend pas son bac non plus. On va en parler dans une couple de mois. Beaucoup de personnes vont regretter qu'il va être parti pour des pin-ups, puis il va être en play-up. On va se dire pourquoi on a donné Ben Simmons pour rien du tout. Puis ça va faire une grosse différence. Mais oui, mon 10e choix. OK. Fait que Franz Wagner, c'est pas mon favori, mais il est trop bon pour être plus bas. Fait que on est tellement sur la même longueur d'onde. J'ai pas de raison. Je pense la même chose. J'ai pas de raison précise pour le dropper plus bas. Il fait rien de mal. Il peut shooter le ballon, défend super fort, passe le ballon, énormément de size, peut défendre 3, 4, 5 probablement. Lui aussi, écoute, je suis dans les rumeurs partout, là, je suis sur Twitter, je suis sur hoopslive.com sans arrêt. Puis là, son agent dit qu'il est rendu à 6-11. Fait que, c'est sûr qu'on prend ça avec un grain de sel, mais clairement, il est en train de grandir encore. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas plus un fan. Est-ce que c'est à cause de son frère? Peut-être. Il y a quelque chose il y a un aura négatif autour de lui qui fait que je ne suis pas capable de le mettre plus haut. Je le comparais à Avdia un peu, que je n'aimais pas du tout l'an dernier. Mais Wagner, c'est un joueur de basket. Je me dis que les Warriors, s'ils n'échangent pas leur pick, vont avoir de la misère à passer par-dessus lui à 7. Ouais. Pour une équipe qui veut gagner tout de suite, une équipe qui pense qu'ils sont des contenders, qui ont besoin d'un joueur qui va produire, c'est compliqué de passer par-dessus un joueur comme ça. Donc, je l'ai à 10. C'est un winning player. Je l'ai à 10. Je devrais probablement l'avoir plus haut. Je l'ai à 11. Je veux parler de Wagner tout de suite pendant que tu en parles. Je vais revenir ensuite sur mon 10e joueur, mais je veux parler de Wagner qui est mon 11e joueur. Moi, la raison où comme tu disais, tu ne l'aimes pas particulièrement, mais il est vraiment bon. Ma première impression de lui, ça a été la défaite de Michigan contre Illinois pendant la saison régulière, leur première défaite de la saison. Ma deuxième impression de Wagner, ça a été dans un March Madness qu'il y a eu un petit peu difficile. Donc, je suis parti assez down sur Franz Wagner. Je ne l'aimais pas particulièrement. Quand je suis retourné au tape, il me faisait mentir. C'était un joueur, c'était le cœur de cette équipe-là. C'était le joueur le plus important, selon moi, pour Michigan, même si Hunter Dickinson est un super joueur, mais Wagner, c'était le stabilisateur de cette équipe-là. Un gars avec un QI basketball super élevé, une défensive remarquable parmi les meilleurs defenders de ce draft-là. Il est capable de shooter, comme tu as dit. C'est tellement un joueur complet, c'est tellement un winning player que, comme toi, je ne pouvais pas le descendre plus bas que ça parce que quand je descends en bas du 11e rang, c'est là que ça commence à être un petit peu plus des gambles, ça commence avec des joueurs risqués. Donc, moi, ma ligne, là, où ce que c'est les joueurs que je suis confiant, elle arrête après Franz Wagner au 11e rang. Pour revenir sur mon 10e rang. Ouais, vas-y, quoi? Je ne sais pas si tu te souviens de Lamar Odom avec les Lakers. Un petit peu, j'étais jeune, mais je m'en rappelle, oui. C'était un big guard forward, 6 pieds 10, qui était gaucher, par exemple. Tu pouvais run ton offense, monter la balle de temps en temps. Puis on n'en parle jamais, mais les Lakers ne gagnent pas un championnat sans Lamar Odom, right? C'est ce que je vois comme joueur avec Wagner.
comme pour de vrai, je devrais être beaucoup plus high sur lui. Il y a aucune raison qu'il soit pas plus haut, qu'il soit pas mieux placé dans nos. En ce moment, je vois pas de faiblesse flagrante. On a parlé, j'ai Jalen Johnson 3 pics plus haut, puis Jalen Johnson a des red flags partout, right? Exact. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Puis, j'en parle, puis plus je pense qu'on devrait le monter. Genre, je vais refaire encore une fois mon ranking après la convo, mais Exact. c'est un no-brainer. C'est un joueur trop solide. Ben là, c'est ça. Ça devient un spot difficile pour moi parce que j'ai passé mon 10e joueur. Je vais parler de mon 10e joueur, même si finalement, après notre conversation, on va peut-être devenir mon 11e joueur. Je vais peut-être flip Franz Wagner et Alperen Sengun. C'est mon 10e joueur dans mon classement. On en a parlé un petit peu il y a quelques semaines, puis tu m'as lancé la comparaison avec Domantas Sabonis que j'ai adoré. C'est vraiment une bonne comparaison parce que Sengun, c'est un throwback big. C'est Yes. un big man qui est peut-être pas né dans la bonne époque, mais que je pense qu'il y a encore une valeur dans la NBA d'aujourd'hui pour des joueurs comme ça. Un gars qui a une super bonne game dans le post, un gars qui apporte un aspect physique, une bonne défensive. Je pense il va être un bon distributeur de ballon dans la NBA. Est-ce qu'il va être capable de stretch le terrain? Peut-être pas, je ne penserais pas même, mais reste que ce qu'il fait, il le fait très bien. Il y a des joueurs que dans le post, ils sont un petit peu robotiques, puis il y a des joueurs que dans le post, ils sont super naturels. Shengun, c'est un gars super naturel. Il va tourner son dos, il va être capable de lire qu'est-ce que le defender veut faire, puis il va être capable de s'ajuster par rapport à ça. Il ne va pas arriver avec des moves qu'il a pratiqués, puis qu'il sait d'avance ça va être quoi le move qu'il va faire. Donc, Shengun, je pense qu'il y a un bon feel dans le post, puis c'est un joueur qui peut ajouter de la valeur. Juste pour terminer sur Shengun, je dirais avec une petite comparaison football. Tu sais, tu es un fan des Patriots aussi. Moi, je suis un fan des Pats. Bill Belichick a souvent utilisé la stratégie de zig while everyone's zagging. La NFL est en train de rapetisser. Puis lui, il va avec des gros linebackers de 235, 240 livres. Mais je pense que ça peut être une approche intéressante aussi dans la NBA. On voit de plus en plus des small line-up. Amène un Alperen Sengun, puis l'autre équipe n'auront pas le choix de le respecter puis de garder leur big sur le terrain. Définitif. Moi, j'ai les 12. C'est aussi un gars que j'aime beaucoup. Le, le feel, en fait, je suis content que les gars comme Jokic ont ramené ça dans la NBA. Le feel pour le jeu, le passing, la vision. Les gars comme Luka, Sabonis, que j'aime beaucoup en termes de comparaison. C'est un no-brainer, c'est un joueur super solide. Puis comme tu dis, oui, user quand les gens ils zaguent, je pense que son impact va être très solide. La situation va être importante, différemment de Wagner, où est-ce que je pense peut fitter partout. Lui va devoir tomber dans une bonne situation pour lui, mais définitivement super jeune, right? 18 ans, devoir tomber dans une meilleure situation pour lui. Mais oui, on pourrait en parler longtemps, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu avais nommé ton 11e joueur? Tu m'as dit, ça c'était ton 12e, C'est Shengun. mon 12e. Fait que non, je ne t'ai pas nommé mon 11e joueur. Mon 11e joueur, c'est Trey Murphy. Trey Murphy. Right? Trey Murphy, c'est un. Écoute, lui aussi, tu regardes du tape, puis je suis comme, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas plus haut? Il n'y a pas de flaws, right? En fait, son ceiling est super haut, peut améliorer beaucoup de choses encore. Peut vraiment shooter le ballon, comme c'est élite à quel point il peut shooter le ballon, peut défendre, est ultra athlétique. C'est un garde de 6'9, 6'10. Je regarde ce que Cam Johnson a fait. En fait, c'est des joueurs, en fait, rendus à la fin des playoffs, c'est toujours les gars que tu as besoin, right? Les gars longs qui défendent, qui peuvent shooter le ballon, les Bridges, right? Les Cam Johnson, etc. C'est des gars que tu veux. Trey Murphy a tout ce qu'il faut pour être un joueur avec une longue carrière en NBA. Son plancher est très, très haut. Ça va être un bon role player tout de suite. Puis moi, je pense qu'il y en a un petit peu plus. Je pense qu'il y a du playmaking là-dedans. Il y a du go-to guy là-dedans. Puis c'est un joueur qui pourrait nous impressionner dans quelques années, sans no question. Oui, assurément. C'est un des risers des derniers mois. Tu mentionnes que tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas de plus haut, mais je pense que 12e rang, tu es parmi ceux qui l'ont le plus haut. Moi, Trey Murphy, je l'ai au 19e rang. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, mais que je l'ai connu plus dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Donc, peut-être que j'aurais gagné à écouter plus de tapes sur lui. Moi, au 12e rang, c'est là que j'ai Jalen Johnson. Tu en as parlé tantôt. Okay.
Jalen Johnson, quand je suis arrivé au 12e rang, dernière Wagner, je te l'ai dit, ça commence à être plus des gambles. Puis je suis arrivé au point où que je ne pouvais plus l'avoir plus bas que ça. Son shooting, je le trouve dégueulasse, mais les outils sont incroyables. Je pense que je t'ai déjà mentionné. Je ne suis pas sûr que tu étais d'accord, mais moi, j'aimerais le voir avec la au ball. J'aimerais le voir avec les Hornets, même si ça me surprendrait qu'ils se rendent à leur choix, mais j'aimerais le voir avec les Hornets parce que c'est tellement un bon cutter, un gars qui coupe au panier avec un bon feel, qui dunk. Il y a des qualités athlétiques vraiment spéciales. Fait que je pense qu'avec un passeur comme Lamelo, un gars qui est capable de faire des no-look passes beaucoup, il fait des passes pas toujours dans la même direction qu'il regarde, il a un feel pour la game incroyable. Je pense que ça aiderait beaucoup Jalen Johnson d'avoir un distributeur comme ça autour de lui. Puis tu en as bien parlé tantôt, donc c'est ma courte analyse sur Jalen Johnson. Ah, puis regarde, j'aime moins le fit avec Charlotte parce que je pense qu'il duplique beaucoup ce que Miles Bridges il fait. C'est vrai. Donc, c'est la seule raison pour laquelle j'aime moins ça, mais je suis d'accord avec toi qu'avec un meneur comme le Merlot, il serait incroyable. Tu sais, moi, à 12, ce serait avec les Spurs, puis ce serait super intéressant. Moi, je pense, là, pour lui, ça va être super important d'être bien entouré, puis d'appartenir à quelque chose, puis de dire, hey, tu es là pour les 8 prochaines années. Puis, comme je t'explique, en fait, c'est mes craintes par rapport à lui, Ray, qui n'a jamais fini rien. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment qu'il tombe dans une bonne situation, qu'il soit entouré, puis qu'on puisse maximiser ce qu'il a comme outil. Puis les Spurs cherchent leur prochaine superstar, ont besoin de ce prochain joueur-là. Puis je pense qu'à 12, tu prends une chance sur ce gars-là, c'est une bonne chance. Ouais. Ouais, c'est un des joueurs les plus talentueux rendu à ce point-ci. Donc, au 13e rang, qui est ton 13e joueur? Fait qu'à 13, j'ai Moses Moody. Moi aussi. Qui est, écoute, solide, shooter le ballon, peut scorer tout de suite dans la NBA, long wingspan. Il est listé à 6'4 et demi, là, il était moins grand que je pensais après le combine, puis c'est toujours ça qui est intéressant. Les gars, ils se rajoutent 2 pouces. Ça m'a refroidi un peu. Mais je pense que ça va être un bon joueur de rôle dans la NBA. Puis c'est ça, c'est que rendu à ce moment-ci du no ranking puis du repêchage, c'est que tu prends des chances. Fait que je me dis, est-ce qu'il peut devenir un moins bon Bradley Beal? Peut-être. Mais dans le pire des cas, c'est Bridges ou c'est Morris Peterson. Ça va être un joueur solide sur une rotation longtemps dans la NBA. Fait que pour moi, c'est un no-brainer. Il m'excite beaucoup moins qu'il m'excitait avant. Ouais. Mais cependant, c'est un plancher qui est stable, qui est haut, avec un moins haut ceiling, mais un joueur qui va être productif, qui va aider. Est-ce qu'il aurait pu jouer en finale de la NBA cette année? Je pense que oui. Je pense que sur le corner à prendre des lancers, je pense que oui. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un joueur qui va avoir une chance, qui va être dans le late lottery à cause de ses outils, de ce qu'il peut faire là. Oui, il a baissé un petit peu depuis son March Madness. Il y a eu un March Madness difficile. Ensuite, pendant le combine, comme tu as dit, il a rapetissé de quelques pouces. Donc, il a baissé un peu dans les derniers mois, mais il ne faut quand même pas oublier que Moses Moody, c'est un des meilleurs 3&D de ce repêchage-là. Des joueurs qui tirent à 3 points et qui défendent bien. Il y a toujours de la place pour ça dans la NBA. Définitivement. Il me fait un petit peu penser à OG Anunoby, mais avec un meilleur tir. Comme un peu un mélange entre OG Anunoby et Michael Bridges. Donc, je pense que ça soit un partant dans la NBA, que ça soit un joueur de banc, l'équipe qui va le repêcher va lui trouver une place puis va lui trouver un rôle. Donc, c'est pour ça qu'au 13e rang, je suis assez confiant avec Moses Moody. Nice. 14e rang, le dernier choix de la loterie avant qu'on tombe sur les sleepers. Qui est ton 14e joueur, ton dernier joueur de la loterie? Okay. Fait que là, j'en ai techniquement, j'ai Davion Mitchell. Cependant, j'ai une coupe de gars. Duarte a été invité dans la Green Room. Oui. Fait super bien apparemment. Tu sais qu'est-ce que moi je pense des gars de 24 ans? J'en trouverais, right? En même temps, il shoot tellement bien le ballon, il est tellement productif. Puis 14, c'est Golden State. Fait que, oui, c'est nos rankings, mais je pense qu'il n'y aura pas plus loin que ça en termes de qu'est-ce qu'il peut faire tout de suite, est-ce qu'il peut amener une équipe de la NBA tout de suite. Donc, je vais dire Duarte maintenant, même si j'ai des réserves, mais he's ready. Il est juste prêt. Il défend, il peut playmaker un peu. Je ne sais pas c'est quoi ta comparaison pour lui. Écoute, il n'est pas athlétique comme un Igo Dalla, mais il est intelligent comme Danny Green. Moi, je pense, en fait, tu sais quoi, Danny Green, c'est un clone de Danny Green. C'est le genre de joueur qui s'est promené beaucoup dans la NBA, mais
quand tu veux gagner, puis les Lakers ont été cherchés, les Sixers ont été cherchés, c'est le genre de joueur qui t'aide beaucoup. Puis ça va être cheap à 14 pour une équipe comme Golden State d'aller chercher un gars comme ça. Parce qu'en fait, je lis beaucoup, puis les rumeurs en ce moment sont qu'ils ne sont pas capables de bouger leur pick. Fait qu'ils vont aller à 7 pour un swing. On avait dit qu'il y a à 7 tantôt. Fait que si Kuminga est encore disponible, ben, tu prends une chance sur un gars qui pourrait peut-être devenir une super vedette. Puis à 14, tu vas safe avec un gars qui peut jouer tout de suite, qui peut t'aider. Fait que Duarte, et puis il est canadien, c'est un gars qu'on aime. Oui. Fait pour moi, c'est solide à ce temps-ci. Tu m'as demandé ma comparaison pour Duarte. Il me fait un petit peu penser à Gary Trent Jr., mais avec un meilleur potentiel défensif. Puis moi, une autre chose que tu as mentionné, c'est drôle que tu disais que Davion Mitchell était ton 14e avant que tu le tasses. Ça a été la même chose pour moi. Davion Mitchell était mon 14e joueur, mais je l'ai baissé au 15e rang en raison d'un de mes coups de cœur, Sharife Cooper. Sharife Cooper, c'est un joueur que j'aime tellement. Je ne comprends pas qu'il ait autant slept on. Il est arrivé plus tard dans la saison. Je pense qu'il y avait des petites complications avec son éligibilité NCAA, mais quand il est arrivé à Auburn, il a changé cette équipe-là. Pourquoi il a changé cette équipe-là? Ben parce que c'est un floor general, c'est un point guard. Tu parlais de Chris Paul tantôt, tu sais, vraiment un gars avec un feel pour la game, un playmaking incroyable. J'ai des petites inquiétudes par rapport à ça. Ben, pas juste petites, j'ai des bonnes inquiétudes par rapport au tir de Sharife Cooper. Même son finishing, des fois, c'est pas toujours sa force. Est-ce qu'il va être un bon marqueur dans la NBA? Peut-être pas. Il y a des choses à améliorer de ce côté-là, mais je pense que son floor est quand même assez élevé parce que c'est tellement un bon distributeur de ballon. Il y a du size. On l'a vu au Combine. Lui, c'est un des joueurs qui a surpris. Tu sais, on parlait des joueurs qui rapetissent au Combine. Lui, c'est un joueur qui Lui est a grandi. Oui, exact. Lui, il a grandi. Donc, c'est encourageant pour son potentiel défensif. C'est encourageant pour son habileté à voir au-dessus des défensives parce que c'est vraiment ça, sa game. Lui, il regarde le terrain, il scanne le terrain puis il trouve la meilleure option. Donc, moi, j'ai vraiment un crush sur Sharife Cooper qui était un gars vraiment. Très, très Rondo-like. Moi, ma comparaison pour Oui, lui, c'est vrai. c'est Rondo. Donc, un excellent, excellent passeur. J'ai beaucoup de peur pour son lancer, mais il est 83% au lancer franc. Oui, il y a un bon C'est mid-range quand même. la statistique qui translate le mieux dans la ligue. Donc, je me dis, il y a de l'espoir de ce côté-là. Mais oui, c'est aussi un joueur que j'aime beaucoup. Si on parle de sleeper, OK, on n'a pas parlé de... OK, Cam... Là, je ne sais pas pourquoi les gens là aussi bas, mais Cam Thomas, là, est-tu tant différent de James Bouknight que j'ai quatrième? Cam Thomas, la différence avec Bouknight, c'est qu'il n'y a pas l'upside défensif, je pense. Cam Thomas, c'est autant un marqueur naturel que James Bouknight. C'est un gars qui met le ballon dans le panier de manière incroyable. Sauf que tantôt, tu parlais de Bouknight qui peut être un genre de Booker. Ben, Cam Thomas, c'est plus un genre de Lou Williams. Il va te donner du gros scoring, mais il ne te donnera pas grand-chose d'autre. Je ne suis pas sûr qu'il va être un playmaker. Je ne suis pas sûr qu'il va jouer de la grosse défense. Il va peut-être prendre des mauvais tirs dans un match. Il va peut-être forcer, mais maudit qu'il marque, le gars. C'est un sacré marqueur. Maintenant qu'on est officiellement dans la partie sleeper du draft, là, moi, Cameron Thomas, je l'avais aussi dans mes sleepers. Puis c'est un high sleeper, c'est pas un deep sleeper. Je l'ai au 17e rang, Cam Thomas. Nice. Ben, je l'ai exactement au même endroit. Donc, moi aussi, moi, je pense qu'il score le ballon à un autre. Puis, comme je le disais tantôt, c'est que ça ne s'enseigne pas, ça. Il va te mettre des buckets, il va arriver, il va mettre le ballon dans le panier. Un peu à la Cameron Payne qu'on a vu avec Phoenix cette année. Il va avoir un rôle similaire pour lui. Je pense qu'il y a plus de upside que ça. Je pense qu'il pourrait. Je pense qu'il y a des concerns côté caractère, etc. Okay. Puis ça a l'air de lui faire mal en termes de draft ranking, mais c'est un jeune que j'aime beaucoup. Mon autre sleeper, Zaire Williams, should be a lottery prospect. Like, il y a tous les outils pour. Là, ça arrive chaque année, right? Que tu as un gars qui a une mauvaise première année dans la NCAA. Parce que la NCAA, c'est très fit. C'est très. Ça dépend de l'entraîneur sur qui tu tombes, etc. Ça peut faire mal une première année dans la NCAA, puis c'est clairement ce qui s'est passé avec lui. Mais on parlait de lui comme un 5-star recruit avant son année, son freshman year. Puis là, tout d'un coup, il y a eu des blessures, il y a eu COVID, il y a plein de facteurs qui ont été contre ce joueur-là cette année. Puis quand tu regardes le prototype, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas un meilleur Cam Reddish. Il n'y a aucune raison que dans 3 ans, il n'y ait pas une ascension à la Paul George. Il a été à Stanford. Moi, pour moi, c'est quand même important de. Tu sais, il a été assez court. Il n'a pas eu le choix de passer ses cours. Il n'a pas eu le choix d'aller à ses examens. C'est un jeune intelligent. Puis pour moi, ça a de la valeur.
Puis je pense que Zaire Williams va en impressionner plus d'un, puis va nous faire mentir dans une couple de mois de on a overthink sa situation à lui, peut lancer, en fait, on a questionné plein de joueurs sur leur lancer, puis lui, c'est ce qu'il fait vraiment bien, créer son lancer, shooter le 3 points, le corner 3 dans le mid-range, qui est 6 pieds 8, 6 pieds 9, je pense qu'il y a plein de GM qui vont s'en mordre les doigts, que Zaire Williams est beaucoup trop bas dans les rankings en ce moment, donc c'est un autre de mes favoris. Plus on en parle, plus t'en parles, plus je regrette de l'avoir. Moi, j'allais au 22e rang, ce qui est quand même pas si bas que ça, sauf que la raison que je regrette, c'est le premier podcast de draft que j'ai fait avec Kevin Valley en début de saison. On parlait de Jalen Johnson versus Zaire Williams, puis j'avais Zaire Williams devant Jalen Johnson. C'est un joueur que j'aimais beaucoup out of high school, un espoir 5 étoiles, un gars qui crée son propre tir, qui a un excellent tir à 3 points, qui a quand même un upside défensif. Donc, c'est un prototype super intéressant. Il y a juste eu une saison super décevante, mais comme tu as dit, c'était les blessures, c'était le fait qu'il était à Stanford, non seulement sur une équipe pas très bonne, mais aussi dans une école que le côté académique est super important. L'an dernier, Tyrell Terry de Stanford était un de mes joueurs préférés, en partie pour ça. Donc, Zaire Williams, c'est un sleeper super intéressant. Moi, je vais juste remonter un petit peu dans le classement à la place de continuer à descendre pour nos sleepers. Je vais remonter un peu parce qu'on a parlé de Cam Thomas. Puis moi, dans les sleepers, j'ai un groupe de 3 guards que j'aime beaucoup. J'ai Cam Thomas au 17e rang, Trey Mann au 18e et Jaden Springer au 19e rang. Je vais commencer avec Trey Mann. Trey Mann, Okay. un gars qui me fait penser à Darius Garland, un gars qui a des handles super, vraiment cool. Il est spectaculaire, il est le fun à voir jouer. On a vu qu'au combine de la NBA, il accumulait les tirs à 3 points du logo, un peu à la Damian Lillard. Là. Un gars qui a un range incroyable. Il est capable de tirer de partout sur le terrain. Il est capable de créer ce propre tir-là. Je ne sais pas si tu as vu un peu au March Madness, les step backs qui sortaient, c'est vraiment... Son footwork est super bon, ses handles sont super bons. Trey Mann, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Puis j'ai mentionné Jaden Springer, que j'ai juste derrière Trey Mann. Jaden Springer me fait penser à Malcolm Brogdon. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, j'aime ça. J'aime la comparaison. J'adore. Puis, c'est un winning player. Tu vois, Exact. Milwaukee vient de gagner le championnat. Fait qu'ils ils vont pas trop le regretter, mais c'est le genre de joueur qu'ils avaient eu besoin cette année. Puis, Oui. ils se sont ramassés à aller chercher un joueur Holiday qui est un peu similaire. Puis, c'est le genre de joueur que tu peux plugger partout. Je l'aime beaucoup, beaucoup, Springer. Trey Mann, sa défense me fait peur. Oui. Euh, Il n'est pas gros. mais Puis... je vois beaucoup. Je vois du Garland, je vois du D'Angelo Russell Ouais. dans comment il joue. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais tu sais, D'Angelo Russell, je l'échangerais pour Simmons demain matin parce que défendre, ça, c'est super important. Puis c'est pas le cas avec ces gars-là, right? Ouais. Fait que je préfère Springer à Mann. Mais oui, ces gardes-là sont. Écoute, on est vraiment deep comme repêchage cette année. C'est des gars qui Surtout vont chez avoir les des guards. longues carrières NBA. Absolument. Tu sais, je t'ai pas mentionné Butler, que moi j'aime beaucoup, beaucoup aussi, qui a eu un souci, un souci médical qui fait qu'il descend dans le draft, mais à mon avis, il pourrait être meilleur que tous ces gars-là, pourrait être meilleur que Mitchell même. Fait que j'ai peut-être regardé trop de vidéos, mais j'aime beaucoup, beaucoup Jared Butler dans le late 20s, dans le mid 20s, dans le draft. Donc, oui, il y a des gardes très, très solides. C'est pour ça que je serais curieux. En fait, je ferais attention à payer genre un Kyle Lowry 35 millions cet été quand j'ai autant de jeunes gardes disponibles qui vont avoir un impact rapidement dans la ligue cette année. Oui, c'est super intéressant. Tu as raison pour Jared Butler, un joueur que j'ai au 20e rang, un gars qui est ce qu'on appelle un microwave scorer, là, un gars qui est capable de créer, un peu comme Cam Thomas, on a dit tantôt, des gars qui vont apporter beaucoup de scoring. Moi, mon prochain sleeper, c'est un gars on en a parlé ensemble, un joueur que j'adore, c'est Nation Bones Highland. Bones Highland, là, il est grand, il est maigre, il n'y a pas le prototype d'un joueur de la NBA que tu voudrais repêcher, mais quel marqueur! Quel gars fearless. Le gars, il n'a pas peur du tout. Tu sais, je parlais tantôt de Trey Mann qui a un range incroyable. Bones Island a un range incroyable aussi, puis il a encore moins peur que Trey Mann de l'essayer. Il tire de partout sur le terrain. C'est le genre de gars qui va finir les matchs avec une stat line de comme 7 en 15 aux 3 points. C'est un gars qui essaye beaucoup de tirs à 3 points. J'aime beaucoup Nation Island.
Bones, son surnom, que j'aime bien aussi, là. Bones. Bones Island, c'est Il- un nom vraiment spectaculaire. Puis il y a des inquiétudes. C'est pas le joueur qui va être le plus complet. Son frame, je sais pas s'il peut ajouter beaucoup de poids, sauf que j'adore tellement son offensive qu'il faut que je le mentionne dans le podcast. Non, puis je suis d'accord avec toi. Tu sais, on vient de parler des guards solides qu'il y a dans ce repêchage-là. Puis tantôt, tu disais Lou Williams pour Bones. Puis moi aussi, je suis d'accord, c'est ce genre de joueur-là. C'est Jamal Crawford, Ben Gordon. C'est un gars que tu vas sortir off the bench, Mhm. qui va average 15, qui va être un six-man of the year éventuellement, moi, je pense. Dans la NBA, c'est une machine à scorer. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ça va être une question de choix, une question de préférence à ce temps-ci du draft. C'est beaucoup, beaucoup de gardes avec un haut potentiel offensif. Ça va être intéressant. Super, je suis content que tu aimes aussi Bones Island. Est-ce que tu avais un dernier sleeper avant qu'on termine ça? Moi, j'en aurais peut-être un dernier, mais je vais te laisser y aller en premier. Je sais que toi et moi, on a parlé de Primo tantôt, que j'aime beaucoup. Mais je vais y aller avec un différent. Josh Christopher, Josh Arizona Christopher. State. Aussi 6'5 guard solid, peut scorer la balle. Je pense qu'il y a un peu plus de upside que les autres parce qu'il va pouvoir défendre des outils très, très athlétiques. La situation va être super importante pour lui. Mais c'est qu'il y en a tellement cette année que ces gars-là, ils passent, they're going through the cracks, puis on en oublie, etc. Puis je ne vais pas être surpris qu'on va avoir des gars qui vont sortir 33e, 34e, qui vont sortir en deuxième ronde, qui vont avoir des longues carrières NBA. Ça me fait penser à tu es peut-être un peu jeune pour ça, mais Gilbert Arenas est sorti 31, je pense, dans le draft. Puis il n'y avait aucune raison pour. Puis tu regardes après, puis tout le monde se mord les doigts, mais c'est un garde solide qui mettait le ballon dans le panier. Puis que souvent, c'est que les coachs, à mon avis, là, les coachs NCAA overcoach beaucoup. Puis les gars paraissent mieux des fois dans un système plus ouvert, dans un jeu plus ouvert comme la NBA. Puis je pense que Christopher, ça va être un de ces gens-là qui va avoir une belle carrière NBA qui va être solide. Ouais, Josh Christopher, un gars avec un haut potentiel, un gars qui est un espoir assez convoité en sortant du high school. Mon dernier sleeper avant qu'on sorte, je te l'ai mentionné un peu avant qu'on commence à enregistrer, c'est le fan de Michigan State en moi qui parle, Aaron Henry. Je l'ai vu un peu partout sur les classements. Il y a du monde qui l'ont en première ronde, tandis qu'il y en a d'autres qui l'ont fin deuxième ronde, 50e, 60e. Il y en a qui pensent qu'il sera peut-être même pas repêché. Moi, je l'ai beaucoup vu jouer à Aaron Henry, puis la chose qui me donne la confiance que ça va être un joueur efficace, c'est son floater. Il y a un floater magique. On l'a vu cette année avec Trae Young, avec Ja Morant. Le floater est en train de revenir dans la NBA. Tu sais, on parle souvent avec les statistiques avancées. Est-ce que le mid-range est un bon tir? Non, on veut la plupart des tirs soit à 3 points, soit au panier. Mais je pense que le floater, c'est une manière de rendre le mid-range un peu plus efficace pour les gars qui ont un floater vraiment aussi automatique que Aaron Henry. Son floater est vraiment. Moi, j'adore cette partie-là de sa game. C'est aussi un gars super athlétique. Il n'est pas si grand que ça pour un wing. Je pense qu'il fait 6 pieds 5, mais il a quand même un wingspan Ouais. de 6 pieds 10. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème à hold his own on defense. C'est un athlète vraiment incroyable. Donc, Aaron Henry, je pense que ça peut être un vol en deuxième ronde. Puis, je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu vois. Oui, le floater, Trae Young, il l'a montré. Moi, je pense que Darren Fox, cet été, devrait juste être en Mhm. train de travailler là-dessus. Ça ouvre ton jeu, puis lui, il l'a déjà. Donc, oui, il pourrait être intéressant. Tu sais, il pourrait avoir un impact à la Desmond Bain, Ouais. à Memphis. Je pense qu'il va arriver prêt, à jouer au basket. Ça va être super intéressant. Puis, écoute, on pourrait en parler pendant 2 heures. On n'a pas parlé de Garuba, on n'a pas parlé d'Isaiah Todd, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. BJ Boston, on n'a pas mentionné BJ Oui. Boston, c'était un five-star qui va probablement sortir en deuxième ronde, à mon avis, mais qui pourrait être très, très intéressant dans une couple d'années après avoir pris du poids, après avoir appris un peu. Mhm. Il a perdu un de ses meilleurs potes cet été, puis la NBA, le sport professionnel, c'est souvent ça. Des fois, les gars, ils ont besoin d'une raison pour se mettre à travailler, puis ça change les perspectives. Fait c'est super dommage ce qui est arrivé. Mais je pense que c'est quelque chose qui va motiver un Boston Junior à à travailler pour avoir une bonne carrière à NBA et à le faire pour son boy. Puis si je garde un œil dessus, Ouais. définitivement. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'histoire, Brandon Boston, qui était avec Terrence Clark, un bon ami qui jouait au basket avec lui, les deux allaient réaliser leur rêve d'être repêchés dans la NBA et Terrence Clark est malheureusement mort d'un accident de voiture dans l'auto juste devant BJ Boston. Donc, c'est pas quelque chose qu'on souhaite à personne, mais comme tu as dit, ça pourrait peut-être être la motivation de Brandon Boston qui, lui, va vivre son rêve
pour son ami qui allait le vivre aussi. Donc, Brandon Boston, qui est un espoir 5 étoiles, qui est bourré de talent, mais qui est dans une situation très difficile cette année à Kentucky. Donc, je pense que oui, quand tu arrives en deuxième ronde, où il n'y a pas beaucoup de joueurs de deuxième ronde qui deviennent des stars dans la NBA, je pense que c'est un des gambles les plus intéressants avec le plus haut plafond, BJ Boston. Donc, Définitif. je te remercie beaucoup pour ça aujourd'hui. C'était vraiment super agréable. Toujours un plaisir de parler de draft avec toi. On va se reparler dans les prochaines heures, les prochains jours, parce que je veux que tu m'aides à faire le mock draft. On va faire un mock draft qu'on va publier sur Aléoop 360. Donc, pour tous les gens qui ont aimé nous écouter, vous irez sur aléoop360.com, Aléoop 360, Facebook, Instagram, Twitter. Vous allez pouvoir lire notre contenu repêchage, écouter cette émission-là en reprise, lire nos mock drafts. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Wood, est-ce que tu avais quelque chose à plugger en partant? Écoute, on est encore en campagne de sociofinancement avec Dynasty Basketball. Donc, sur la ruche.com, tu cherches Dynasty Basketball, puis tous les dons aident. En fait, si tu veux acheter une casquette, tu peux faire un don de 5 donc, nous, on doit ramasser 100 000 et avoir 200 donateurs différents. Fait que n'importe quel don est important et nous aide. Donc, n'hésitez pas. Parfait. On encourage tous nos auditeurs à aller encourager Dynasty Basketball. C'est un programme qu'on affectionne beaucoup chez Aléo. Donc, merci Wood, puis on se reparle bientôt. C'est sûr Merci à toi. c'est sûr qu'on va être dans le group chat pendant le draft et qu'on va en discuter. On va se parler non-stop, c'est certain. Merci beaucoup.